I love ravioli. Ho tanta fame. Since when do you speak Italian? Since we partnered with SAP Concur, their integrated travel and expense platform and breakthrough solutions with AI gave me time back to dive into our financial future. We expand into Europe in 2027, so I'm getting ready. Well, you can predict the future? I can predict you'll like that message. What message? Whoa, hey, we all got bonuses. You can save for college now. I don't have kids. You don't say. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Everyone knows that it doesn't truly feel like Valentine's without the flowers. So whatever you do, don't forget the flowers. Beat the Valentine's rush and order early at 1-800-Flowers.com. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get up to 40% off gorgeous bouquets and one-of-a-kind arrangements that are guaranteed to wow. Don't put this off. Delivery dates are limited, so get up to 40% off today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST. What time is it now? Time is it now? Talk to that. Talk to that. What time is it now? What time is it now? Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 858 du podcast Touchdown Actu à la matinée. Très heureux de vous retrouver pour le Super Bowl 59, le débrief du Big Game de cette année 2025. La saison 2024-2025 touche à sa fin, mais évidemment il y aura plein de choses derrière. Évidemment, continuez d'écouter le podcast. On va débriefer ce Super Bowl avec Grégory Richard. Tout d'abord, bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Bonjour tout le monde. Bien remis messieurs de votre nuit, je fais le point quand même un petit peu habituel, post-Super Bowl, on est tous un peu dans des états différents. Second, Ça va. oui. Ça va, Étonnamment, Raph, ouais, étonnamment, tiens le coup. ouais, Raph, je le sens serein. Il a ce... Mais Raph, il a fait la bah, teuf en rentrant, donc ça compte pas. Donc, J'ai fait la teuf en rentrant et puis dans une heure, je suis peut-être au lit avec une tisane, donc on verra. Très bien. Ah, il y a le côté serein et le côté un peu sage maintenant, quoi. C'est la tisane. On est sur. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez vécu un bon Super Bowl, messieurs. Les Philadelphia Eagles ont vécu un bon Super Bowl puisqu'ils ont pulvérisé les Kansas City Chiefs. On n'a pas de conducteur très précis pour cette émission. Je crois que c'est avec Grégory qu'on en a parlé avant l'émission. On est sur un conducteur de type si on fait 30 minutes, ça devrait être pas mal. Ouais. On s'adapte à une équipe qui joue en rouge et blanc dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, On va voir YOLO. on va voir ce qu'on a à dire, mais globalement, on n'a qu'une mi-temps à analyser, donc c'est vrai que ça limite un petit peu le champ d'action. On va faire un petit jingle et c'est parti pour le débrief de ce 59e Super Bowl. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Le 59e Super Bowl est donc terminé. Les Philadelphia Eagles l'emportent 40-22 sur les Kansas City Chiefs. Le triplé n'aura pas lieu pour Patrick Mahomes et ses coéquipiers. Et ça a été un match particulier, on l'a dit en intro, messieurs. Match particulier parce qu'il n'y a pas eu de match. Les Chiefs se sont fait tout simplement exploser. Sur quoi les Chiefs ont perdu, Raphaël? Oula, sur à peu près tout. Sur à peu près tout, malheureusement, pour eux. C'est vrai qu'en dehors, on y reviendra peut-être, mais en dehors de la défense contre la course qui s'est bien défendue, où on sent que Spagnuolo avait mis l'emphase sur vraiment limiter l'impact de Saquon Barkley dans les courses et avait rempli peut-être un peu plus la boîte que d'habitude du côté des Chiefs. En dehors de ce secteur-là qui a essayé de se défendre comme il pouvait, tout le reste a globalement coulé du côté de Kansas City. La ligne offensive, Patrick Mahomes, les cibles, le play calling m'a semblé douteux aussi par moment.
La couverture aérienne a autorisé des big plays, donc j'ai envie de dire tout. Après, on peut rentrer dans le détail de chacun, mais tout. Alors on va rentrer dans le détail des Chiefs après. Là, je voulais vraiment avoir une première tendance, mais je pense qu'on va donner la parole aux champions d'abord. On va peut-être faire honneur aux Philadelphia Eagles parce que c'est vrai que le focus était beaucoup sur les Chiefs avec cette C'est vrai. histoire de triplé, etc. Mais peut-être commencer quand même par Philadelphie. Grégory, c'est un beau champion. C'est la consécration quand même d'un effectif qui était pléthorique, qui était très bien construit. Oui, qui était extrêmement bien façonné par Howie Roseman, qui fait partie d'un des tout meilleurs general managers, enfin qui fait partie des meilleurs general managers de cette ligue depuis maintenant plusieurs saisons. Et c'est sûr que voilà, on l'avait souvent dit. Il y a 2 ans déjà, ils avaient un effectif qui était extrêmement bien construit et qui n'était pas passé si loin que ça d'ailleurs d'une bague face aux Chiefs. Il y a eu ce gros accro en fin de saison dernière, un petit peu inexplicable et inexpliqué au final, hein, où on a dû quand même remettre un petit coup de balai en interne, mais globalement, c'est une équipe qui aura été constante de bout en bout, qui une fois sorti un petit peu du trou dans lequel ils étaient au lendemain de leur défaite face à Tampa Bay. La bye week notamment a permis de tout solidifier et on a eu une équipe qui a fait un quasi sans faute. Il n'y a que cette fin de match à Washington en effet où on peut leur dire que ils ont été peut-être un petit peu laxistes, mais pour le reste, ça a été une campagne menée en champion de bout en bout. Sur ce match, Raphaël, est-ce que c'est d'abord une victoire défensive? C'est pas un des hommes dont on a le plus parlé dans la préparation, Vic Fangio, mais quand même, sa défense réussit un tour de force incroyable. Oui, oui, c'est clairement une très très grande prestation défensive sur certaines stats avancées. Certains avancent que c'est déjà la plus grosse prestation défensive au Super Bowl de l'histoire. Donc bien sûr, ça restera à affiner tout ça, mais bon, on pourra en débattre. Mais en tout cas, c'est une excellente performance parce que quand tu arrives à mettre la pression au quarterback adverse sur 5 ans, sur quasiment 52% de ses snaps sans blitzer une seule fois, ça veut dire que tu as un front fort qui est suffisamment puissant et efficace pour ne pas avoir à envoyer plus d'hommes dans la boîte. La couverture aérienne, franchement, il n'y avait aucun espace laissé. Allez, en toute fin de match, pour faire plaisir à Xavier Worthy, on lui a laissé un petit espace 5 cm pour qu'il se fasse plaisir. Mais enfin, non, tout a été bien, très très bien cadré par Vic Fangio. Je les ai trouvés aussi excellents. On avait vu hein, en playoff qu'une des qualités de Mahomes, enfin ce qui faisait la différence pour les Chiefs, c'était la capacité de Mahomes à sortir de la poche sur des scrambles, sur des jeux de course dessinés. Et ben là, on ne l'a pas vu une seule fois parce qu'à chaque fois, la boîte se refermait très vite sur Mahomes. Les linebackers étaient présents sur les extérieurs pour l'empêcher de sortir. Lui, du coup, repiquait à l'intérieur et il tombait sur Jalen Carter, sur Milton, etc. Donc, le plan de jeu de Vic Fangio a été parfait de A à Z. Il a été exécuté parfaitement. Des jeunes joueurs de talent, tout ça. Non, non, c'est un petit, comme dirait, masterclass défensive des Eagles. Grégory, Josh Sweat MVP, il a 2 sacs et demi, ou alors on dit vraiment c'est un effort collectif défensif. C'est toujours dur hein, de sortir un MVP défensif. Bah alors, c'est sûr que la prestation de Josh Sweat, elle est extrêmement intéressante. En plus, ça fait écho au fait, notamment, qu'il est agent libre à la fin de la saison. Donc, je pense que ça va en plus faire grimper sa cote d'un point de vue purement personnel, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Après, oui, en effet, ce qui est intéressant avec cette équipe des Eagles, et c'est vraiment aussi là-dessus qu'on peut mettre l'emphase, c'est que même si Vic Fangio est un des coordinateurs défensifs qui n'est plus forcément à présenter, on sait qu'il a déjà a bien coaché notamment les Niners hein, quand ils sont allés au Super Bowl en 2012, perdu face à Baltimore. Il y a déjà une grosse expérience de sa part, mais c'est vrai qu'il y a une ligne défensive où je trouve que la clé, malgré tout, c'est cette rotation. Et c'est vrai que qu'en soit Josh Sweat ait fait le match qu'il ait fait, c'est tout à son honneur, mais c'est aussi possible parce que derrière, on est capable de tourner avec du Nolan Smith qui a été un peu plus discret que ses coéquipiers, un Jalix Hunt qui est très jeune mais qui montre déjà une énorme progression et une aptitude à être assez polyvalent. Brandon Graham qui en plus s'est invité sur quelques snaps alors qu'on pensait que sa saison était déjà terminée. Et puis la clé pour rejoindre un petit peu ce que disait Raph, c'est que avec tous ces joueurs qui sont déjà capables de se relayer sur l'extérieur, la faculté qu'ils ont également, c'est qu'ils sont bons sur le pass rush, mais aussi sur la capacité à contenir justement la poche sur les extérieurs et le jeu de course en règle générale. On a un jeu à la course qui est quasi inexistant. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en plus, ils ont des linemen intérieurs qui sont extrêmement dissuasifs et capables de pénétrer rapidement dans la poche. Ça leur permet justement de pas forcément avoir besoin de forcer sur le pass rush
de contenir les extérieurs. Et Patrick Mahomes, qui était capable, notamment contre Houston ou contre Buffalo, d'avoir à scrambler, par exemple, pour réussir à gagner du temps. Là, dès qu'il scramblait, il avait systématiquement un defensive end ou un deuxième sur le rable. Et ça ne lui a jamais véritablement permis de gagner suffisamment de temps pour trouver un coéquipier. Cette stat que tu avais mentionnée, Raphaël, elle est quand même assez dingue. 6 sacs encaissés avec aucun blitz de la part de Philadelphie. Ça prouve quand même que la ligne défensive de Philadelphie a complètement dominé ce match. On va passer du côté de l'attaque, toujours pour Philadelphie. Alors, Saquon Barkley a été bien contenu. Clairement, c'était le plan de jeu, Raphaël. C'était de dire on va laisser, ou en tout cas proposer à Jalen Hurts d'essayer de nous battre, mais on ne se fera pas battre par Saquon Barkley. Oui, c'était manifestement le plan de Steve Spagnuolo, ce qui a été travaillé toute la semaine, ou toutes les 2 semaines, on va dire, là-dessus. Et on ne peut pas lui donner tort dans le sens où on a vu que cette saison de Jalen Hurts, en tout cas en saison régulière, avait été un peu en dedans et que c'est vrai que c'est les quelques matchs où il avait dû pousser, forcer sur le jeu aérien, c'était pas forcément les plus grandes sorties, les plus grandes prestations de l'attaque de Philadelphie. Donc, Spagnuolo a voulu repartir, en tout cas forcer Jalen Hurts à battre les Chiefs. Malheureusement pour lui, c'est qu'il est tombé sur un soir où Jalen Hurts a réussi ça. Il a globalement souvent été tranquille dans sa poche. Les quelques blitz de Spagnuolo n'ont rien donné, contrairement à ce que ça peut être d'habitude. Les quelques fois où Hurts sortait de la poche, il le faisait très bien de manière intelligente. Il y avait une certaine naïveté peut-être de la part des linebackers des Chiefs, mais il n'y avait pas grand monde pour le surveiller. Et puis, Hurts a réussi à trouver les gros gains. Je pense à cette passe pour Devonta Smith, je pense à une ou deux passes pour Reggie Brown. Des gros jeux explosifs dans les airs qui font la différence. Donc, non, très bonne prestation de Hurts. Et alors, c'est sûr, c'est peut-être pas le MVP le plus brillant de l'histoire du Super Bowl, mais c'est un match très, très costaud de sa part. Il y a une petite erreur, mais sinon, globalement, c'est très maîtrisé, tout en sérénité. Il ajoute quasiment 70 yards au sol. Non, c'est une grosse prestation. Et effectivement, ils ont fait le pari de dire à Jalen Hurts, bah-nous, et il a trouvé la clé. Il termine à 17 sur 22, 221 yards, 2 touchdowns, une interception. Et il a 72 yards et un touchdown au sol. Il a bien été aidé. AJ Brown à 3 réceptions pour 43 yards. Des belles réceptions. Ils avaient été incisifs dès le début de match. Devonta Smith, 4 réceptions, 69 yards. Jared Dodson, d'ailleurs, aussi un peu sorti de sa boîte. Il a failli marquer un touchdown. Grégory, il a été parfait, Jalen Hurts. Oui, il y a dans son rôle. Oui, il n'y a qu'un seul véritable bémol sur ce match-là, c'est l'interception de Brian Cook. Je crois que c'est lui qui l'a fait Oui. pour les Chiefs. C'est vraiment le seul lancer véritablement qu'il force, parce que le reste, en effet, je rejoins ce qu'a dit Raph, c'est vrai que ce qu'on va lui demander dans ce genre de match-là, c'est d'être en effet un game manager plus, d'être capable vraiment d'apporter cette sérénité et cette capacité, encore une fois, je me répète, mais d'exécution qu'on arrive à avoir depuis le début de la saison du côté des Eagles. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qui a été fait offensivement de la part de Nick Sirianni et Kellen Moore, mais tout est très bien fait. Et contrairement à leur adversaire dont on va parler dans quelques secondes, il y a très peu de fausses notes, très peu de mouchoirs de pénalité qui viennent casser une dynamique. En fait, tout a été dans le bon sens. Il n'y a jamais véritablement un moment où l'attaque a patiné et a redonné sensiblement le momentum, parce que même sur l'interception de Brian Cook, on est sur une interception des Chiefs aux portes de leur propre but. Donc en soi, il n'y a pas de véritable moment où l'attaque a craqué. Et Saquon Barkley, si on parle là-dessus, moi je l'avais identifié comme un facteur X. Il n'est pas à proprement parler dans l'impact qu'il a pu avoir dans d'autres matchs, mais comme l'a dit Raph, le fait qu'il ait servi entre guillemets de leurre, ou en tout cas d'épouvantail, le fait de devoir absolument le suivre, de choisir son poison, comme on dit, au risque de s'exposer dans un autre domaine, ça a clairement été un élément prépondérant. Et on parle des stats brutes au sol. Sa polyvalence a été précieuse. Il fait quasiment 100 yards malgré tout sur ce match-là. Il bat le record de Terrell Davis sur l'ensemble d'une saison, même s'il y a un peu plus de matchs joués de mémoire. Donc globalement, voilà, il y a très peu de fausses notes dans cette attaque et une exécution qui a été quasi parfaite de bout en bout. Ah oui. Tu veux dire 100 yards en cumulé alors Oui, quasi 100 yards en cumulé. Oui. Oui, parce qu'il y a 57 au sol. Ouais. Ouais, je rebondis juste sur ce que Grégory dit en disant qu'il n'y a rien de révolutionnaire et que tout est bien exécuté. Et je suis totalement d'accord là-dessus. Et je pense même que ça doit rappeler aux autres GM de NFL. En fait, la ligne conductrice, c'est que tout le monde ne peut pas avoir un quarterback fantastique et un quarterback qui peut, on va dire, porter l'équipe à lui tout seul. Ça reste un sport collectif. Et en fait, ce que les Eagles prouvent, c'est que quand tu construis bien ton équipe à peu près partout, le but du jeu, en fait, c'est de mettre ton quarterback dans la situation la plus confortable possible.
des armes, Mm. une protection et faire simple en fait. Et il cherche pas à faire compliqué et ça marche. Et quand c'est bien fait, parce que oui, Roseman fait ça quand même excellemment bien depuis plusieurs années maintenant, bah ça paye. Et mine de rien, c'est 2 Super Bowls joués en 5 ans, 4, 5, Je, 4. je trouve juste pour terminer là-dessus, il y a des similitudes entre Sirianni, par exemple, et un Mike Tomlin à Pittsburgh. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans ce qu'ils vont mettre en place, notamment dans la construction offensive ou ce genre de choses, ils vont pas forcément aller chercher des coordinateurs hyper clinquants, mais en tout cas, leur rôle principalement avec les pièces qu'on leur met à leur disposition, c'est de faire en sorte que tout fonctionne comme il faut. On a parlé en cours de saison des potentiels griefs qu'il y avait entre Hurts et Brown avec les déclarations de Brandon Graham. Ça n'a pas affecté le vestiaire comme ça l'a affecté l'année dernière, aussi parce qu'on a tiré des enseignements. Et parce que le rôle principal de Sirianni, c'était de faire en sorte que la colle prenne, même s'il y a beaucoup d'ego dans le vestiaire. On l'a vu par exemple avec Mm. sa petite interaction pendant le match avec AJ Brown. Oui, Raphaël, je reviens sur ce que tu disais, qui était il faut entourer son quarterback du mieux possible. C'est une transition idéale parce que on s'est retrouvé avec en face un Patrick Mahomes qui a cette étiquette de quarterback exceptionnel qui devrait pouvoir porter une franchise, etc. Mais on a vu justement qu'on arrivait aux limites du concept, non? Oui, 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 on arrive aux limites du concept, mais comme on l'avait déjà un peu vu face à Tampa Bay, hein, on a passé la soirée ensemble avec les collègues, et c'est Victor de mémoire qui a rapidement dit, ah, ça me rappelle le match contre Tampa Bay. Et c'est vrai que très rapidement, tu as senti que cette ligne offensive de Kansas City était en train de prendre totalement l'eau, qu'il n'y avait pas de receveur numéro un vraiment pour aller aussi essayer un peu de sauver la patrie rapidement. Donc oui, il y a un problème et Grégory développera sans aucun doute le problème. Juste après, Mahomes n'a pas été très très bon dans ses passes non plus, hein. On a quand même vu Ouais. beaucoup de déchets dans les ballons. Lui non plus était pas dans un bon jour. Je l'exclurai pas totalement là sur ce match. En tout cas, il a sa part de responsabilité aussi, hein. Il est à 21 sur 32, 257 yards, 3 touchdowns, 2 garbage time Ouais. plutôt, et 2 interceptions. C'est vrai que je parle de garbage time, j'ai pas rappelé le scénario. On parle du Super Bowl, on a l'impression que tout le monde l'a vu, mais si vous arrivez, je le rappelle, on était à 7-0 Philadelphie à la fin du premier quart, mais avec des Chiefs qui n'avançaient pas du tout, qui étaient à un seul first down à la mi-temps, 24-0 pour Philadelphie à la pause, avec un pick six de Cooper DeJean, avec une deuxième interception de Zach Bone juste avant la mi-temps. Ça fait 34-0 au milieu du troisième quart. Et puis derrière, bah, c'est du garbage time hein, pour cette équipe de Kansas City, donc qui marque 3 touchdowns, mais quand le match est quand même déjà assez largement plié. Je suis pas très fan de cet outil, mais là, pour le coup, il donne un petit aperçu. ESPN aime bien faire une stat qu'ils appellent la probabilité de victoire. À chaque minute du match, ils mettent quel est le pourcentage de victoire d'une équipe selon le scénario, etc. Et donc, en fait, selon eux, bah, à la mi-temps, Philadelphie avait déjà 98% de victoire, de chances de victoire. Donc, c'était vraiment un match qui était quand même relativement très très plié. Je reviens à Patrick Mahomes, donc Grégory, on disait qu'il a fait ses stats dans le garbage time. C'est vrai que ça a été très compliqué pour lui. C'est quoi sa part de responsabilité là-dedans, sachant que bah, la ligne et le jeu au sol étaient pas là non plus. Bah, en fait, c'est ça le principal problème. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, c'est facile de vouloir critiquer Patrick Mahomes quand on sait les choses extraordinaires qu'il a déjà fait par le passé, mais c'est vrai que malheureusement, quand on met ça un peu en comparatif avec ce qu'on a vu sur l'ensemble de l'exercice 2024, on peut pas s'empêcher de se dire que bah, des fois, on avait l'impression que c'était plus Jackson que Patrick sous le casque, quoi. C'est un peu perturbant de se dire qu'il y a des moments où, en effet, il faut limite que Mahomes ou peut-être dans une moindre mesure un Travis Kelce, par exemple, soit dans un jour un peu on fire pour essayer de gommer potentiellement les errements d'autres secteurs. Alors, en effet, ils arrivent à tirer, par exemple, le maximum, je trouve, d'un Xavier Worthy durant sa saison rookie. Ils peuvent toujours compter, enfin en tout cas ils ont souvent pu compter bien entendu sur des forces par exemple très établies sur la ligne offensive. Creed Humphrey, Trey Smith, d'ailleurs au passage Trey Smith, joueur à surveiller puisque lui aussi agent libre à la fin de la saison, ça va être des éléments à prendre en considération. Mais forcément, l'autre problématique aussi, c'est que bah on a dû faire des choix du côté du general manager Brett Veach ces dernières années, et pour offrir l'énorme contrat qu'on a offert à Patrick Mahomes, et bah à côté de ça, il faut essayer de renier un petit peu. Donc on consent à garder Chris Jones, par exemple, mais on a dû se séparer d'un Snead sur le poste de cornerback. On a dû bricoler un petit peu sur la ligne offensive. Il y a des années où ça fonctionne. Il y a des années où ça fonctionne moins bien. Cette année, on a choisi de tester par exemple le jeune Wanya Morris et le rookie Kingsley Suamataia. Bah, clairement, ça a pas été efficace. Et si on s'est pas décidé, si on s'est pas décidé pardon, à changer son fusil d'épaule pendant la rencontre, malgré les difficultés qu'avaient les tackles,
et Joe Thuney qui reste expérimental dans ce secteur-là, c'est que concrètement, on savait qu'il n'y avait pas d'autres solutions viables pour remédier à la pression qu'ont mis les Eagles. Donc, on a vécu et mouru avec ces idées tout au long de cet exercice 2024. Et Patrick Mahomes, c'est en deçà de ce qu'on a vu. Travis Kelce accuse peut-être aussi le poids des années. Il y a beaucoup trop d'éléments qui n'ont pas permis aux Chiefs de pouvoir se sublimer comme ils ont déjà pu se sublimer par le passé. Tu disais, Alain, le jeu de course pas aidé, mais tu vois, par exemple, moi, le jeu de course, je l'incrimine même pas dans le sens qu'il a été très vite, trop vite, peut-être même abandonné par Kansas City. Enfin, Kansas City, sur les 4 premières séries offensives, il y a une seule course appelée. Alors, bien sûr, le jeu de course de Kansas City n'était pas le meilleur de la saison. Il y a pas de débat là-dessus. On va pas faire croire que que c'est une aberration, mais alors il y avait pas le feu au lac, tu cours qu'une seule fois, alors que Mahomes sur chacun des dropbacks, il prend déjà la pression. Enfin, est-ce qu'à un moment, ça valait pas aussi un peu le coup d'essayer de réinstaller un peu de jeu au sol, de libérer un peu de pression? Il y a eu aussi des erreurs de play calling. C'est compliqué, quoi. Ça, on est d'accord, et juste on en parlait là aussi justement pendant le match. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, sachant qu'en plus les Eagles montraient qu'ils étaient capables de leur côté de le faire quand le besoin s'en faisait sentir, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tes tackles sont pas capables de tenir suffisamment en respect les edge rushers sur les phases de pression, enfin la ligne défensive en règle générale, hein, parce qu'on parlera pas de l'énorme match de Jalen Carter par exemple, mais trouver un système qui fasse en sorte par exemple que Patrick Mahomes lance peut-être plus rapidement le ballon et qu'on se retrouve pas dans une situation, en effet, où on lui dit, bon, on va essayer de te faire lancer une bombe. Si ça passe pas, tu essaies de contourner la poche. Et puis, bah, sinon, au pire, c'est pas grave, ça fera un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs. Et moi, j'ai trouvé que là, par exemple, en termes d'ajustement et de réflexion tactique, pour rebondir sur ce que disait Raph par rapport au play calling, là, clairement, on était au plus bas dans ce qu'on peut voir du côté des Chiefs. Raphaël, est-ce que, deux questions pour finir sur les Chiefs. La première, est-ce que c'était pas logique que ça finisse par casser ou craquer, on dit comme on veut. On n'a pas arrêté de dire, j'avais l'impression pendant 2 semaines, les Eagles sont la meilleure équipe, mais les Chiefs font de la magie noire. Au bout d'un moment, la magie noire, c'était peut-être pas un bon argument, et Oui. c'est peut-être logique en fait ce qui s'est passé. Non, mais c'est logique, hein. On en avait parlé dans la preview. On avait tous dit qu'on avait joué les Chiefs, mais en disant que attention, Philadelphie me paraissait meilleur sur le papier. Je me rappelle que Greg, Lucas et Victor dans le face-à-face poste par poste sur Twitch avaient donné l'avantage à peu près partout aux Eagles, sauf poste de quarterback. Enfin, donc oui, Philadelphie était une meilleure équipe, avait fait une meilleure impression, je trouve, en playoff. Donc c'est loin d'être illogique que Philadelphie gagne. Alors moi personnellement, je m'attendais pas à une telle raclée. Honnêtement, je m'attendais pas à un Oui, ça. 34-0. Soyons honnêtes. Bon, je Non, l'attendais mais pas forcément. à Mais part le mec sur les commentaires ou les réseaux sociaux qui va dire moi je l'avais vu, tu vois, sans qu'on ait de preuves, je pense que personne ne l'avait vu. sinon, je te rejoins. C'est vrai que cette équipe des Chiefs, toute la saison, elle avait montré des lacunes. Elle a jamais gagné un match par plus d'une possession d'écart. Donc, il y a un moment, effectivement, quand toute la saison t'es ric-rac, bah, il y a un moment où ça passe un peu moins. Et quand tu es face à une équipe qui était, pour le coup, qui a joué parfaitement partout, oui, ça passe plus. Mm. Pour le coup, je sais pas si tu allais en parler, Alain, mais c'est vrai que ce qui fait aussi écho à ça et ce qui laisse encore moins plutôt de marge de manœuvre à ces Chiefs-là, c'est, je trouve, la notion du tempérament. C'est-à-dire que là, ça s'est plus ressenti en défense, je trouve, avec des premières tentatives qui ont été offertes un peu trop généreusement par moment. Hein, ce hors-jeu de Charles Omenihu qui me vient à l'esprit. Enfin, il y a une faute ridicule de Nick Bolton sur un ballon en plus, je crois, où la passe s'est relâchée de Saquon Barkley ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus le jeu exact en tête. Mais en fait, on est un peu dans une situation très bizarre du côté de Kansas City. Je trouve, et je l'ai déjà mentionné, notamment depuis que McNaghy est coordinateur offensif, il y a un problème, je trouve, de caractère en global dans cette équipe des Chiefs. Alors, c'est très compliqué, on le dit dans tous les sports, de pouvoir garder une équipe qui gagne souvent, vraiment en pleine concentration perpétuelle, de répéter les mêmes efforts harassants, etc., etc., à ce niveau-là, avec l'impact et l'intensité qu'il y a. On se doute que c'est compliqué, mais il y a quand même ce souci d'attitude, comme on dit, ce souci vraiment de caractère. Et là, on a peut-être voulu le mettre en avant du côté des Chiefs, mais je trouve de manière très maladroite. Et on a accumulé énormément de pénalités vraiment évitables et qui ont en plus permis aux Eagles de surfer là-dessus et de clairement leur mettre la tête sous l'eau jusqu'au bout, quoi.
Après, tu disais le caractère, etc. Il y avait quand même un sacré enjeu, hein, le triplé. Il y a aussi un moment, ça faisait penser à ces Patriots invaincus qui tombent contre les Giants. Alors, c'était pas la même manière, hein, mais il y a des enjeux comme ça qui écrasent aussi peut-être un petit peu beaucoup de choses. Pour la deuxième question que je voulais vous poser sur les Chiefs, c'était est-ce que du coup, c'est pas non plus dramatique au sens où il y a l'exemple de la défaite contre Tampa, où on dit bah il faut renforcer la ligne, il faut voilà. Là, ils ont un plan de jeu pour l'intersaison qui est très clair, et donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien revenir s'ils solutionnent ces problèmes-là de ligne offensive, de receveurs et de course, Grégory. Oui, bon après, faut pas oublier, par exemple, alors, on va voir, je sais pas si tout est totalement réglé d'un point de vue extra-sportif, mais on sait qu'ils ont aussi perdu Rashee Rice pendant la saison. C'est pas tout à fait anodin vu l'impact qu'il avait dans cette équipe-là, à la réception depuis l'année passée. Mais il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Je parlais de Trey Smith, Travis Kelce. On a quand même vu sa mine déconfite. Alors, j'ai rarement vu Travis Kelce autant limite apeuré comme ça sur une rencontre. Je pense qu'il commence à savoir que ça tire quand même un petit peu. Là, après, il faut pas être alarmiste. Encore une fois, Brett Veach a quand même réussi à faire en sorte de construire globalement une solide défense, même si on sait qu'elle était bonifiée, excellée par les appels de jeu de Steve Spagnuolo. Le chantier principal, il semble être entre guillemets qu'en attaque. Hmm. Mais là encore, faut vraiment pas se louper parce que on a cessé de le répéter tout au long de cette saison et même sur les derniers Super Bowls, hein. Ils gagnent les Super Bowls face aux Eagles et aux Niners, mais à chaque fois, ça se joue d'un rien. Déjà l'année dernière, ça se joue quand même à la dernière seconde de la prolongation. Donc il y avait déjà un petit avertissement sans frais, on dira. Donc ça rappelle encore une fois aux Chiefs que oui, même s'ils ont un quarterback vraiment sur le papier hors norme, bah, il y a une telle concurrence dans la ligue qui fait que bah, faut être parfait, se remettre en question chaque saison. Raphaël, c'est pas la fin. Non, non, je crois pas que ce soit la fin. Il y a quand même des pièces solides et des axes assez clairs d'amélioration potentielle à aller chercher. Et après Tampa, ils avaient réussi à revitaliser, on va dire, cette ligne offensive un peu à la surprise générale, en virant du Vernet Tardif, des Mitchell Schwartz. Ils étaient repartis sur de nouvelles options, faire venir Tunney, faire venir Orlando Brown une saison. Enfin, bref, ils ont tenté des coups comme ça. Donc, ils ont montré que par le passé, ils savent faire ce genre de choses. Faut juste pas se planter en fait sur ce que tu tentes. Hmm. Après ça reste le jeu, mais bon, on peut leur laisser le bénéfice du doute sur le fait ils savent un peu faire quand même. Très, très brièvement en aparté, un triplé, on verra jamais. Bah, Ouais, jamais, ouais. je sais pas, mais c'est vrai que Raphaël fait la moue, hein. Mm. ouais, il faut vraiment encore une fois une telle excellence que C'est ça, ouais. c'est très compliqué. Ouais. On termine avec un mot sur les Eagles. On revient au vainqueur pour conclure. Est-ce que je m'appuie sur les mots du principal intéressé, Saquon Barkley, qui dit pourquoi on démarrerait pas notre propre dynastie maintenant? Ils ont un très bel effectif. Ils étaient au Super Bowl déjà il y a 2 ans. Donc, tu le disais, Raphaël, tout à l'heure, deux Super Bowls en 3 ans. Est-ce qu'on a un début de dynastie? Est-ce qu'on a un leader incontesté de la NFC? À quel niveau vous les mettez là pour le futur proche, on va dire les 1, 2, 3 années à venir, Raphaël? Très haut, très haut. Il va y avoir bien entendu des affaires de contrat à gérer très prochainement, mais c'est vrai que ces dernières années, ils construisent tellement bien, que ce soit par la draft, par cette capacité à la free agency, à aller chercher des joueurs ou même être actif, hein, parce qu'en J. Brown, on le rappelle, ils vont le chercher en transfert. Ils n'hésitent pas à aller chercher les petites pièces qui leur semblent nécessaire. Mine de rien, Nick Sirianni, il change de coordinateur offensif, défensif tous les ans et malgré tout, le niveau se stabilise ou se tient à peu près. Alors pas exactement de la même manière forcément, mais en tout cas, il n'y a pas de chute drastique du niveau de jeu. Donc moi, je trouve qu'ils ont absolument toutes les armes, que ce soit sur le papier, sur le terrain à l'heure actuelle, et même dans le bureau, j'ai envie de dire, dans l'administration, dans la structure de l'équipe, pour clairement lancer une équipe lancer une dynastie, oui, ça me paraît pas incohérent vu le matos qu'il y a et vu les jeunes joueurs, parce que cette défense menée par Vic Fangio, enfin, les joueurs qui brillent, les Carter, les DeJean, les Quinion Mitchell, c'est des joueurs qui viennent d'arriver, on va dire, presque dans la ligue. Donc, alors bien sûr, il faudra tous les re-signer à un moment, et ça, va falloir trouver des petites solutions budgétaires, mais c'est quand même impressionnant. C'est la beauté de la NFL aussi, c'est qu'il y a un vrai salary cap, donc c'est ce qui évite aussi qu'on ait des triplés et des choses comme ça. Grégory, dynastie ou pas? Oui, c'est possible. En plus, et ça, Victor le signale assez souvent, généralement, les Eagles, c'est quand même une équipe qui patiente
quand ils recrutent des jeunes joueurs justement pour éviter de les mettre trop vite dans le bain. Et là, ils ont tellement fait des bonnes pioches ces dernières années que bah on lance des rookies à tour de bras, que ce soit Jalen Carter, Jalen Hughes, donc je parlais tout à l'heure. Les defensive backs, forcément, Mitchell et Digin, qui ont joué un rôle extrêmement prépondérant dans la belle saison des Eagles en 2024. Donc, c'est de bon augure, en effet, pour la suite. Alors, Raph parlait vite Fangio, il faut voir combien de temps il va rester aussi, hein, parce qu'on rappelle que c'est quand même un. Il coachait déjà la Dome Patrol des Saints dans les années 80, hein, donc bon, au bout d'un moment, il est peut-être pas non plus éternel, Vic Fangio, même s'il reste efficace. Non, mais il pourrait laisser Euh, le cahier de jeu. oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, moi, la seule chose qui me fait peur un peu aux Eagles, c'est toujours cette espèce de dramaturgie des fans, dans le bon comme dans le mauvais. Ils peuvent être très Comment tu parles de excessifs dans le Victor là? sens. Bah, oui, bah, voilà. Non, mais au-delà de la blague, on sait comment les fans américains sont, comment ça peut très vite. On le voit aussi avec les Sixers, hein, aujourd'hui, qui vont pas très très bien en NBA, par exemple. Ça peut aller très très vite d'un côté ou de l'autre. Donc, ça aussi, par rapport à Kansas City, par exemple, qui est dans un marché un peu différent, je trouve. Ouais, ça peut jouer contre eux. Après, pour le reste, ça peut être de bon augure. Et je sais pas si tu allais en parler, Alain, mais juste, je fais une petite parenthèse, mais ça prouve en tout cas peut-être ce qui peut être intéressant pour les années à venir, c'est le changement de dimension de Jalen Hurts. Faut aussi se rappeler le parcours vraiment tortueux qu'a eu ce joueur-là, notamment à l'université, où on le considérait vraiment comme un backup quarterback au mieux. Et là, de voir à quel point il a su rebondir et vraiment devenir un des leaders affirmés de son attaque, même si en effet, c'est pas le quarterback le plus séduisant de la ligue, c'est vraiment assez bluffant et c'est bien pour lui ce titre de MVP et surtout cette empreinte qu'il a réussi à avoir dans le titre gagné par les Eagles. Eh bien, les Eagles, ça ressemble donc au début. Il y a les trucs pour une dynastie, il y a les bases en tout cas pour une dynastie. On retiendra ça, messieurs. Petite retenue d'ailleurs, on pourra aussi dire qu'il a joué et qu'il a gagné, qu'il a désormais une bague. C'est Kenny Pickett qui a une bague avant Trevor Lawrence et Joe Burrow qui ont été draftés avant lui en tête de la draft. Est-ce qu'il était là, le talent générationnel? Je ne sais pas. Je pose la question. Je trouve que quand j'ai vu rentrer Kenny Pickett, je me suis dit c'est vraiment le moment où tu respectes plus ton adversaire quoi, dans un Super Bowl. Là, c'est le moment où Ouais. tout est terminé. Bon. Ouais. Grégory, toi tu l'avais vu venir peut-être en tant qu'analyste draft, Kenny Pickett au moment de la draft 2022, tu te disais Trevor Lawrence et Joe Burrow draftés les 2 années d'avant. Non, C'est c'est ça. fini quoi. Non, La première bague, elle est pour Pickett. mon regret, c'est qu'on n'ait pas vu Tanner McKee pour potentiellement surfer sur son match fou face à Dallas en saison régulière. C'est vrai. Mais Bon. oui, bon, vu les circonstances du match, bon, au bout d'un moment, on peut laisser Jalen Hurts célébrer Oui. tranquillement sur le bord de touche. Ouais. Oui, ça a été très long hein, d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment commencé à célébrer. Il restait, je crois, 4 minutes au chrono. Le C'est Gatorade ça, était vide à 2. Enfin, au bout d'un exactement. moment, il aurait valu vraiment mettre fin à ce match parce que ça rimait plus à rien. On termine avec, ça fait partie du spectacle et du truc. On va pas s'éterniser, mais petite note pour le show de mi-temps. On va dire note sur 10, allez. Ah, Raphaël, il est pas Euh, inspiré. Oh là là, oh là. Non, non, mais un solide 6,5, 7. Ouais, j'étais à peu près sur cette note-là, ouais. Bon, après, je suis pas un grand spécialiste de Kendrick Lamar. Après, je trouvais que la scénographie était assez intéressante. Les morceaux étaient pas mal. Après, enfin, j'ai toujours un petit peu de mal parce que pour moi, vraiment, dans show du Super Bowl, il y a show. Est-ce qu'on peut Hmm. vraiment dire que c'est quelque chose qui était décoiffant? Je sais pas, mais bon, c'est pas ce à quoi tu t'attends en envoyant du rap ou du hip-hop à l'habitant, quoi. Donc, bon, Ouais. c'est un peu le fil sur lequel faut essayer de C'était marcher, carré, quoi. quoi. C'était pro, Voilà. 7, mais pas de. Et bah pareil, 6,5, 7, très bien. Mais je suis d'accord avec vous au sens où c'est un très bon musicien. Enfin, je pense que tu as des shows qui sont très shows spectacles et tu as des shows où c'est un très bon musicien qui fait un très bon mini-concert, comme on a pu l'avoir, je sais pas, avec Bruno Mars ou des trucs comme ça. Ah C'est bah moi, pour solide, moi, ça depuis passe bien le Bruno Mars, il temps. n'y a pas eu vraiment de show assez significatif à ce niveau-là, quoi. C'est pas Bah, le meilleur show de mi-temps, mais en tout cas, c'était un des plus. il y a eu Katy Perry l'année d'après Bruno Mars. Si tu parles de spectacle, je veux dire, avec des Perry, c'était accessoires et des après machins. Mars? Pour moi, c'était avant, non? Non, Mars 2014, Perry 2015. Ouais. Bon, après, c'était différent. Moi, je reste sur Bruno C'était Mars quand différent, même. mais on est d'accord sur le voilà, Hmm. c'était solide, mais après faut savoir ce qu'on attend d'un show de mi-temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on attend toujours que les mecs aient des fusées collées dans le dos et qu'ils fassent le tour du dôme et que Non, mais c'est machin. ça. Mais Au voilà, bout d'un moment, il y a des limites, tu faut vois. garder un peu de mesure. Mais bon, tu vois, Bah oui. moi, mine de rien, je me dis, ok, c'est très bien pour la télé.
Mais je me mets aussi à la place des gens dans le stade pour avoir vécu déjà un show de mi-temps. Bon, alors, j'avais vécu Maroon 5, donc je m'attendais pas à être décoiffé non plus quand j'étais à Atlanta. Mais c'est vrai qu'on est un peu des fois dans un truc un peu plan-plan. Bon, bah voilà. Ouais, c'est vrai. Poum, poum, poum. Voilà, faut envoyer un petit peu, faut montrer aux gens qui sont venus que ouais, c'est un show de mi-temps, que il y a des jeux de lumière, des choses vraiment assez marquées, quoi. Faut en mettre plein la vue à l'américaine, quoi. Bon, et ben en tout cas, Kendrick Lamar, donc ça donne un 6,5-7 pour l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de l'épisode 858 du podcast Jeune Actu. C'est la fin de la saison, mais évidemment, je vous le dis déjà, il va y avoir des émissions encore très régulièrement, des émissions d'intersaison, quasiment toutes les semaines. Il y aura un point sur l'actu de la NFL. C'est un nouveau format qu'on va inaugurer pendant cette intersaison. Il y aura de la free agency, il y aura ensuite de la draft, vous avez l'habitude. Tout le programme de l'intersaison. Et je vous dis, ça commence très très vite. Hein. Il y a une émission qui arrive sur les enjeux de l'intersaison là dans quelques jours. Donc voilà. J'ai eu les coulisses. Il n'y a pas de pause. Alors là, ça va envoyer là. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. T'as eu les coulisses desquelles? Ah bah oui, on s'est vu pendant le match. Donc du coup, notamment avec Lucas Vola. Ah d'accord. On a dressé un peu les potentielles énigmes de cette intersaison. Alors là, vous ne serez pas déçus. Très Le bien. numéro 6 va vous surprendre. Le numéro 6 va vous surprendre, clairement. Incroyable, non mais moi je pensais pas que vous bossiez en plus pendant que vous regardiez le match. Les mecs ne se détendent sérieux, pas. Ouais, on a eu le temps, on a eu 2 cartons pour ça. Quand même. C'est vrai qu'on a eu Oui, beaucoup c'est vrai. de temps pour faire autre chose, ouais. C'est vrai vous avez eu du temps. Bon, en tout cas, merci encore, messieurs. C'était une très belle saison, même si tout continue, mais ça fait toujours un petit quelque chose quand la saison se termine. Donc, merci à vous pour cette belle saison encore sur TDA. On se retrouve sur tdactu.com et vous avez l'habitude pour tous les liens, les articles, etc. C'est tdactu.com, nos réseaux sociaux, tdactu partout, sauf Instagram où c'est Jeune Actu en entier. Merci Raphaël, merci Grégory et à très vite sur les ondes de TDA. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit, credible experts. Doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts. Everyone knows that it doesn't truly feel like Valentine's without the flowers. So whatever you do, don't forget the flowers. Beat the Valentine's rush and order early at 1-800-Flowers.com. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get up to 40% off gorgeous bouquets and one-of-a-kind arrangements that are guaranteed to wow. Don't put this off. Delivery dates are limited, so get up to 40% off today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.